C'est considéré comme un acte de guerre. Mais ça, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Et les gens, ils aiment bien jouer sur les nuances, etc. Des étoiles de David à Paris. Et vous avez raison de dire tout cela, qui est une forme hybride. Mais il faut faire attention de ne pas tout de suite les qualifier, parce que sinon on serait nous-mêmes dans Alors que l'escalade. faudrait-il pour que vous prononciez le mot ennemi? Qu'est-ce qu'il faudrait que la Russie commette? Mais si la Russie décidait à nouveau une escalade qui nous entraînerait tous dans un conflit, je souhaite de toutes mes forces qu'il n'en soit pas le cas. Mais à coup sûr, aujourd'hui, la Russie est un adversaire. Le régime du Kremlin est un adversaire. Mais je l'ai toujours dit, nous ne faisons pas la guerre à la Russie et au peuple russe. Et nous soutenons l'Ukraine, nous faisons tout pour qu'elle puisse mettre la Russie en échec. Parce que, je vais vous dire très simplement, il n'y a pas de paix durable s'il n'y a pas une souveraineté et un retour aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Y compris la Crimée. Mais ce sera aux Ukrainiens de le décider, ça. C'est à eux de le négocier. C'est un peu leur pays, quand même. Oui, et vous avez raison de le dire, c'est à eux. C'est leur pays. C'est des frontières internationalement reconnues. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de sécurité et de paix durable si elle n'est pas le fruit d'une négociation qui sera menée par les Ukrainiens. Mais il n'y aura pas de sécurité pour les Français s'il n'y a pas... Alors, faut savoir, la Crimée, Freeman, c'est une région au sud de l'Ukraine. Cette région-là a été annexée par la Russie. Et, et du coup, il y a eu une élection en Crimée pour l'annexion. Et cette annexion-là a été reconnue par pas mal de pays, mais pas l'Union européenne, pas les États-Unis, etc. Et le but, enfin, Zelensky l'a dit lui-même, il va récupérer chaque centimètre, chaque kilomètre carré qui appartient à l'Ukraine. Donc le Donbass et la Crimée. Donc, alors la Crimée, il faut savoir que c'est une région qui est ultra militarisée côté russe maintenant. Donc là, les Russes, ils ont vraiment... La Crimée leur appartient. Je ne sais pas s'ils vont céder. Je ne sais pas si l'Ukraine va réussir à récupérer la Crimée. Et ça va être compliqué. Ça va être très dur. Ça a l'air bizarre un peu. Hein. C'est bizarre, oui. C'est bizarre. Il n'y a pas la paix là-bas. Vous dites que ce n'est pas notre ennemi. Je veux juste dire, la paix, ça n'est pas la capitulation de l'Ukraine. Ni l'amputation de l'Ukraine. Parce que tout ça, c'est déjà choisir que nous sommes faibles. Donc, vous dites que la Russie... il y a une grande cohérence dans la position de la France depuis le début. Simplement, il y a une escalade de la part de la Russie. Et à cette escalade, nous devons dire que nous sommes prêts à répondre. Est-ce que la Russie serait capable de vous cibler? Vous avez annulé une visite en Ukraine récemment pour des raisons de sécurité? Pas du tout. C'est ce que, évidemment... C'est ce qu'a dit la Russie. Il ne faut pas les croire. Ouais. Et vous savez... Non mais c'est pour ça qu'on pose la question. Le débat public... Ah, du coup, c'est cancel la visite en Ukraine. Ok, bon, bah, c'est cancel. Est imprégné par les fausses informations. Je l'ai illustré, moi. Ils ont fait croire cette affaire. Beaucoup de gens maintenant sont persuadés. Le sujet des troupes au sol arrive dans le débat collectif. C'est un de vos confrères qui me pose la question. Parce que le Premier ministre slovaque, très proche de la Russie, dit que le projet secret que nous avons, c'est d'envoyer des troupes au sol. Et nous, à chaque fois, on réagit. On ferme des portes, on se calfeutre. Non. Donc, j'ai décalé le voyage que j'avais fait. Pourquoi? Parce que le président Zelensky venait en Europe pour la conférence de sécurité à Munich. Et donc, je lui ai proposé de venir signer l'accord bilatéral ici. Et ensuite, je lui ai dit, fort de la très longue discussion que nous avons eue et du constat lucide que je fais, que je viens de vous exposer, je lui ai dit, au fond, mon utilité, plutôt que d'être à vos côtés, à Kiev, est de mettre en œuvre ce sursaut, de convaincre les Européens et nos alliés d'aller plus loin, ce qu'on a fait ici le 26 avec ces nouvelles initiatives qui ont été prises, et d'essayer d'aller plus loin et justement de faire réaliser à tout le monde que les choses changent, et qu'elles changent vite, et qu'elles ne changent pas dans le bon sens. Et c'est ce que j'irai porter d'ailleurs dès demain à Berlin, où je verrai le chancelier Scholz et le Premier ministre polonais. Toutes les semaines ou presque, le président russe Vladimir Poutine brandit de manière assez claire, assez menaçante, la menace nucléaire. La France est le seul pays membre de l'Union européenne à être doté de l'arme nucléaire. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que nous devons nous sentir particulièrement visés? Nous devons nous sentir d'abord particulièrement protégés. En plus, non seulement on a des armes nucléaires, mais on a des réacteurs nucléaires, les gars. Franchement, si la Russie nous lâche une bombe, le pays n'existe plus, hein, Freeman. Je crois qu'on a plus de 50 réacteurs nucléaires en France. Oh putain, le cas. Les réacteurs? Ouais. Bah ils sont dispersés, genre partout, ils sont dispersés. Ça, ils sont partout. Donc c'est cuit. Bah ouais, il y a un avion, il y a un avion russe qui lâche une bombe nucléaire sur un réacteur nucléaire, on est mort, on est mort. Et je pense que ça rase. Et croyez-moi, les Belges, vous serez touchés aussi. Croyez pas que vous serez immunisés, hein, parce qu'il y a des réacteurs. Mais c'est sûr qu'il y a des pays autour qui sont touchés, bah oui. Les Luxembourgeois, pareil, hein. La tête d'âme, ils croient qu'ils sont protégés. Venez avec nous.
Venez au paradis avec nous, les gars. Parce que nous sommes justement cette puissance dotée. Sauf qu'il mentionne beaucoup la France, plus la France que d'autres pays. Et que c'est le sens même du choix qui a été fait par le général de Gaulle dès après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous sommes prêts, nous avons une doctrine qui est établie, et en matière de nucléaire, il faut peu de mots. Et le nucléaire n'est pas un instrument de déstabilisation ou de menace. C'est un instrument de sécurité. D'avoir la bombe comme la Russie nous installe dans un face-à-face particulier, donne une responsabilité supérieure ou un poids supérieur, selon vous, à la France? Notre capacité nucléaire donne d'abord une sécurité aux Françaises et aux Français, qu'ont peu de pays dans le monde. Ça nous donne une responsabilité, celle d'être une puissance dotée de cette arme, et donc de ne jamais être dans l'escalade, ni verbale, ni évidemment de fait. Mais pourtant, il brandit la menace. Je pense que ça n'est pas... Et il reprend vos termes sur les lignes rouges. Ce n'est pas approprié quand on a justement l'arme nucléaire. Mais est-ce que vous ne parlez plus à Poutine? Depuis combien de temps? Depuis plusieurs mois. Est-ce que ce n'est pas un handicap de ne plus lui parler? Écoutez, je lui ai parlé à chaque fois que c'était nécessaire. Je lui ai parlé, évidemment, des centaines d'heures avant février 2022, longuement entre février et avril 2022, pour essayer d'arrêter cette guerre et de négocier la paix. Mais à partir du moment où lui-même n'a plus respecté aucun cadre, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il disait, il ne faisait pas une opération spéciale que nous condamnions déjà et qui n'avait aucun cadre juridique, aucune légitimité, aucune légalité, mais qu'il attaquerait Kiev, qui menait des crimes de guerre dans le nord du pays, la discussion n'avait plus de sens. Pourtant, vous l'avez prolongé quand même jusqu'au mois de septembre. J'ai ensuite eu des discussions ponctuelles sur la question nucléaire. Parce que nous avons pris l'initiative, à cause de la centrale de Zaporijia, qui était proche de la ligne de front, en lien avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, eh bien, de tout faire pour protéger cette centrale. Et donc j'ai eu les échanges à ce moment-là. D'ailleurs, c'est vrai, Freeman, là, il parle d'une centrale nucléaire en Ukraine. Je crois que c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Zaporijia. Voilà, donc si la centrale qui appartient aux Russes, je crois, maintenant ça appartient aux Russes, ils protègent cette centrale. Si un jour la centrale, elle explose, c'est peut-être aussi la fin du monde. Ou une grande partie de l'Europe de l'Est. Ouais, c'est ça, hein, c'est dangereux ce qui se passe. C'est balèze comme ça, là. C'est la plus grande centrale nucléaire, pas au monde, je crois, les mecs, hein, juste en Europe. Hein. Je crois que c'est juste en Europe. Donc ouais, si la centrale, elle explose, ça peut faire une Tchernobyl. Je sais pas s'ils iront jusque-là, wesh, en vrai. Alors... Après, on sait jamais, hein, tu vois. Alors, les Russes... Alors, je ne pense pas que les Ukrainiens vont être suicidaires au point de faire exploser la centrale. Et même les Russes, parce que Zaporijia, c'est presque aussi en Russie. Mec, ça les touche aussi, c'est ça? T'as dit quoi? Ça les touche aussi. Bah, en fait, c'est comme Tchernobyl. Genre, Tchernobyl, ça a touché la France aussi, tu vois. Donc, c'est compliqué, cette histoire. Hein. Mais j'ai dinguerie, en vrai. C'est la 7ème la plus grande du monde. Ok, merci. C'est le chat. Bah si, les Ukrainiens sont capables. Bah les mecs, penser que les Ukrainiens soient aussi suicidaires, les gars, je pense pas, wesh. Mais je pense pas qu'ils sont assez fous pour faire sauter leur centrale. C'est dingue de face. Bah ouais. Mais... c'est chaud. Les discussions, je suis tout à fait prêt à les mener, à tout moment. Mais encore faut-il qu'on ait face à nous quelqu'un qui dit la vérité et dont l'intention est de faire la paix. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et selon vous, Vladimir Poutine, c'est un patriote russe? C'est un autocrate? C'est un dictateur? Tout ce que vous dites depuis 2 minutes, c'est-à-dire les crimes qu'il commet contre des civils, on regarde dans un dictionnaire, on se dit ben, seul un autocrate ou un dictateur peut commettre ça. Je ne suis pas un commentateur, c'est le président de la Fédération de Russie qui aujourd'hui est pris dans une dérive personnelle ou... répressive et autoritaire dans son pays et qui a fait le choix, ces dernières années, de manière accrue ces derniers mois, d'être une puissance de déstabilisation en Europe, en lançant une guerre dont il a la seule responsabilité et en menaçant la sécurité de tous, mais dans beaucoup d'autres théâtres d'opération, du Proche et Moyen-Orient au Caucase en allant jusqu'à l'Afrique, où la Russie est une puissance qui déstabilise. Vous ne lui parlez plus, donc ce ne sera pas vous qui négocierez la paix avec lui. Qui pourra le faire? Est-ce que ce sera les États-Unis? Mais il y a un ordre des temps. Je suis sans doute le dirigeant en responsabilité qui lui est le plus parlé. Oui, mais à présent, c'est un flex. Il y a un certain froid entre vous. Mais c'est pas un froid, les choses ne sont pas personnelles. Et d'ailleurs, je ne veux pas ici les personnaliser, ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas dans une fiction, ça n'est pas un roman, une série. Enfin, Trump lui parle, on parle de la vie et de la mort. Et aussi loin que
je suis informé, je n'ai pas le sentiment que Donald Trump soit président des États-Unis d'Amérique. Il y a un risque. Et donc aujourd'hui, il est clair, il n'y a pas un risque, il y a la guerre. Au moment où on se parle, il y a des femmes et des hommes qui meurent en Ukraine par la responsabilité du président Poutine. Et ce que je vous dis, c'est que si l'Ukraine tombe, c'est notre sécurité qui est menacée. Et donc, nous sommes dans un temps aujourd'hui qui est de résister. Et nous sommes dans un temps, et c'est celui que j'assume, qui consiste à dire, si la Russie continuait son escalade, si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts, et nous serons prêts. Et pour être prêts, et nous serons prêts, et nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent pour que la Russie ne gagne jamais. Raison pour laquelle, vous avez dit début janvier, la France est en économie de guerre. Et viendra, je l'espère, le plus tôt possible, le moment où nous aurons à reparler avec le président de la Fédération de Russie, quel qu'il soit, au moment où cela s'imposera. Et la France est en économie de guerre, disiez-vous, au début de l'année. Vous parliez des obus tout à l'heure. Regardez les chiffres avec Anne-Sophie. À l'heure où on parle, la France produit moins de 100 obus par jour, sauf erreur de notre part. C'est ce que des soldats ukrainiens utilisent en quelques minutes. C'est très modeste. Mais c'est le maximum que nous puissions faire. C'est modeste et c'est assez normal pour ce qui est de ces catégories parce que nous n'avons pas une industrie de défense qui est adaptée à une guerre de haute intensité territoriale qui n'était dans aucun de nos pronostics et que nous ne nous apprêtions pas à mener pour nous-mêmes. Le sera-t-elle un jour? Et donc, plusieurs choses. D'abord, dès février 2022, j'ai déclaré à tous les industriels que nous passions en économie de guerre. Je leur ai demandé des efforts, produire davantage et produire plus vite. Et c'est le chantier que j'ai confié au ministre des Armées dès ce moment-là. Nous avons, sur plusieurs segments qui étaient essentiels pour les Ukrainiens... Il dit clairement qu'on est faible, oui les gars, hein, par rapport à notre stock de munitions, la production d'obus, etc. Ouais, on est faible, hein, Freeman, on est faible. Ouais. D'ailleurs, quand il dit économie de guerre, il y a eu quelque chose qui est passé, je crois, il y a une semaine. Tu vois ce que c'est le livret A? Tu connais le livret A, tout ça? En gros, on peut piocher dans notre livret A pour financer la guerre. Quoi? Ouais. Bon, après, évidemment, on va récupérer l'argent quand même, mais s'il y a une escalade... ils piochent genre dans... non, mais c'est ça. Mais en gros, s'il y a une vraie escalade de la guerre, genre vraiment une 3e guerre mondiale, il y a moyen que nos économies partent dans la fabrication d'armes, d'obus, de munitions, etc. Non, c'est des dingueries de ouf. C'est compliqué. Mais ça va partir en couille après les gens vont pas se laisser faire. C'est ça le problème en fait. Bah, moi, ce qui me fait peur, c'est que, tu vois, il y a une panique bancaire. Genre, par exemple, les gens, ils vont commencer à retirer, ils vont faire des retraits dans les banques, etc. Et ça peut aller vite, hein, ce genre de choses. Hein. Bah oui. Frère. Fait le travail. Compliqué. Les canons César, qui sont déterminants pour la défense de l'Ukraine, nous avons multiplié leur production. Et là où nous avons livré quelques dizaines depuis le début du conflit, cette année, parce que nous avons multiplié les lignes, multiplié les cadences, nous allons produire près de 75 canons César. Ils iront tous sur le front ukrainien. C'est beaucoup plus qu'on en a livré depuis le début. Nous avons multiplié par plus de 3 notre production des catégories d'obus et de missiles qui sont pertinents pour les Ukrainiens. Simplement, en effet, on a des limites. Et c'est vrai de tous les pays européens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On accroît nos capacités et nos cadences, mais surtout, ça met du temps à faire, parce qu'il faut créer de nouvelles lignes, de nouvelles structures de production. C'est pourquoi on a décidé qu'on allait les créer en Ukraine, parce que c'est plus proche du terrain, parce que ça peut aller beaucoup plus vite. C'est ce qui a été décidé ici, avec l'ensemble des partenaires. Et c'est ce que d'ailleurs on va faire main dans la main avec l'Allemagne. Vous exposez aussi au bombardement. Oui, mais ça a été acté. Vous soulignez là une forme peut-être de contradiction qu'il y a chez certains de mes partenaires qui sont prêts à les produire sur le sol ukrainien, mais pas prêts à prendre certains engagements pour la suite. Bon, mais ça viendra. Donc pour être clair, des ingénieurs français ont vocation un jour à construire des usines en Ukraine. On est en train de regarder, dans le cadre de ces coalitions, les déploiements qu'on fera en Ukraine pour coproduire avec eux. Et ça permet d'aller plus vite. Et enfin, on fait 2 autres choses, une de court terme et une de moyen terme. C'est tout ça, l'économie de guerre. À court terme, on va chercher partout où c'est disponible des munitions. Et donc là, on va sonder tous les pays du monde, je ne dis pas ici leur nom parce que certains, la confidentialité compte, mais on va chercher dans leur stock disponible et on leur propose de leur acheter parce que c'est une question de rapidité. Et à côté de ça, nous mettons l'industrie européenne de défense en capacité de produire beaucoup plus dans la durée. Et comment vous financez? Parce qu'on a des petits problèmes de budget en ce moment, on l'a vu, on doit faire beaucoup d'économies, des milliards. Comment on finance tout cet effort de guerre finalement? Mais d'abord, je vais être très franc avec nos compatriotes et avec vous. On ne peut pas dire tous depuis 2 ans
et nous le disons, tous les dirigeants européens le disent, tous, il n'y a pas une exception. Cette guerre, on y joue notre avenir, cette guerre est existentielle, et dire on va continuer de vivre comme si de rien n'était. Non, je vous demande juste les moyens déployés pour ça. C'est pas possible. Donc nous, comme je vous le dis, déjà on a anticipé, puisqu'on a une loi de programmation militaire qui vient après l'autre, on a doublé notre budget des armées. À ça s'ajoutent des choix budgétaires qu'on a faits depuis 2022. En plus de cela, on finance l'aide à l'Ukraine. Et pour construire ces usines nous avons déjà financé 4,8 milliards d'euros à peu près, et on va aller jusqu'à 3 milliards d'euros cette année. Et ensuite, c'est notre engagement européen. C'est pour ça qu'on a là lancé une facilité européenne de paix, et on l'actera la semaine prochaine en Conseil européen, et elle prévoit de donner justement des contrats à nos industriels de défense pour produire sur notre sol, pour produire entre Européens davantage d'armement pour nous, pour notre flanc oriental et pour l'Ukraine. Et nous allons utiliser cet argent. Nous allons aussi utiliser l'argent qu'on a dans le programme d'investissement pour aller produire en Ukraine avec les Ukrainiens. Et donc, c'est l'Europe qui aussi se mobilise. Mais ça, c'est important ce qu'il dit, parce que quand il parle de mettre des troupes sur le sol ukrainien, il parle d'assistants. Ok, pas de problème. Mais comment la Russie va réceptionner ce message? Est-ce qu'il va considérer cet acte-là comme de la co-belligérance en mode est-ce que les Français sont complices, donc du coup on peut les attaquer? Est-ce que c'est une déclaration de guerre? Nous, on sait pas comment les Russes ils vont réceptionner ce message, tu vois. C'est chelou un peu. Déjà, il y a pas un Russe qui a pété un pont là? Là, il a parlé là. Sur Twitter. Ouais, c'est ce que j'ai vu là. Medvedev, c'était l'ancien président russe et maintenant il fait partie du Conseil de sécurité. Il avait dit à Macron, mets plusieurs slips parce que tu te chies dessus, enfin tu vas te chier dessus, des trucs comme ça, ouais, il a dit. Il a dit j'ai l'impression, on dirait avec des petits trucs, ils peuvent interpréter des dingueries. Hein. Ouais, c'est compliqué, mais tu sais, il y a plein de. Par exemple, il y a des émissions russes pro-Poutine qui insultent Macron ouvertement, genre vraiment ils disent des trucs de fou sur eux. Et à un moment, il y a même une émission, il a dit Macron, quel serait le pays que t'aimerais qu'on rase en premier? Genre Marseille, Paris, Lyon, enfin c'est. Mec, là-bas, ils sont en roue libre. Hein. Ils sont en roue libre. Ouais. Ça fait peur. Ah ouais. Putain. La France est devenue la risée du monde. Ah, les gars. Bah déjà, oui, déjà ça, là. Et après, en plus, avec le... Bah, ça n'a rien à voir, mais après, avec le bail de Aya, là, c'est encore pire, là. Moi, je dirais pas la risée. Alors, militairement parlant, tu vois, militairement parlant, on peut dire que les États-Unis, parce que tu sais, en ce moment, il y a le Congrès. Tu sais, pour donner de l'argent, pour aider un pays, il faut qu'il y ait une autorisation du Congrès américain. Le Congrès bloque, je crois, 30 milliards ou 50 milliards d'aides pour l'Ukraine. Il bloque en ce moment l'argent. Donc, c'est aussi un signal de faiblesse sur l'une des armées les plus puissantes au monde, qui est les États-Unis d'Amérique, avec la Chine et la Russie. Et l'Inde aussi. C'est aussi un mauvais signal que les Américains, ils envoient. Hein, genre, ils sont faibles aussi par rapport à ça. Au fait qu'ils n'arrivent pas à aider l'Ukraine à vaincre les Russes. Parce que les Américains se sont engagés dans ça. Ils se sont engagés. À la base, ouais. Donc là, les Russes, ils sont en train de gagner du terrain. Les Américains perdent du terrain. Les Américains, ils ont perdu déjà la guerre contre l'Afghanistan. Donc il y a le retour des talibans sur le sol afghan. Et que les Américains, en ce moment, ils sont plus dans la sauce par rapport à nous, Français, les gars. En tout cas, en termes de diplomatie, en termes de militaire, etc. quoi. Compliqué. Aux côtés de notre investissement national. Et en plus de ça, il ne faut pas exclure là aussi, que sur le plan opérationnel, il ne faut pas exclure que nous ayons à prendre des décisions supplémentaires en européen. C'est-à-dire ? Et c'est-à-dire décider de financer de nouvelles initiatives. Avec des emprunts ? Et moi, je ne l'exclus pas. Et je pense que ce que nous avons su faire pendant la période du Covid, qui était de dire, nous sommes face à un choc, à cette pandémie, on est tous touchés, et on doit en quelque sorte aller lever de l'argent en commun sur les marchés en mettant notre signature à chacun sur la table, c'est ce qui nous a permis de tenir. Et c'est ce qui nous a permis de relancer. Moi, je pense que si les besoins devaient être plus importants, c'est d'ailleurs une proposition qui a été faite par la première ministre d'Estonie. Ce n'est pas une proposition française, mais j'y souscris. Et donc, je pense que ce que je veux vous faire toucher du doigt, depuis le début de notre conversation et au fond depuis une dizaine de jours, et ce que je veux que nos compatriotes comprennent, il n'y a qu'un responsable de la situation dans laquelle nous sommes. C'est le régime du Kremlin. Mais nous avons une responsabilité. Et je vous le dis en conscience comme président de la République. Et vous voulez convaincre les Français? Je vous le dis c'est pas facile en conscience. Mais ce ne sera jamais facile. Non, mais vous avez vu les sondages, il y a eu une chute du soutien à cette guerre en Ukraine. Vous savez, on l'a connu dans d'autres temps de notre histoire. C'est toujours beaucoup plus facile
d'aller chanter des comptines aux gens. Je pourrais vous dire ce soir, parce que ça n'est pas populaire. Vous savez, c'est loin. Nous, on est pour la paix. On est pour la paix. Les gens qui disent ça aujourd'hui, les mêmes qui ne veulent pas d'ailleurs soutenir l'Ukraine, ils ne font pas le choix de la paix. Vous parlez de qui? Ils font le choix de la défaite. Il y a quelques jours. Ils font le choix de l'abandon de souveraineté. Parce qu'ils font le choix dès maintenant de dire « nous avons des limites ». Et donc, à celui qui juste... Après, il y a des pays qui abandonnent ça, on peut comprendre pourquoi, hein. Enfin... Mec, c'est l'ogre russe, quoi, c'est les ours. Poutine qui grimpe sur un russe, t'as pas envie de te frotter à lui, quoi. Normal. Ah oui. Après, moi j'ai toujours dit que la Russie a violé l'espace, enfin les frontières de l'Ukraine. Ça, y a pas de problème. Mais mec, tu peux pas te frotter à la Russie, c'est pas possible, l'armée est trop puissante. Il dit ça comme si c'était facile de le faire, wesh. Ouais, c'est chaud. Non, le chat, je vous dis pas de vous coucher. On ne veut pas qu'il se couche. Mais mettez-vous à la place d'un président, d'un ministre, d'un diplomate d'un autre pays. Genre, moi, je sais pas, moi, la Slovaquie, un autre pays, genre, peu importe. T'as pas forcément envie de te frotter à Poutine, genre, le Japon, peu importe, quoi. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, les mecs. C'est vrai que la Russie galère parce qu'ils ont dit que, ouais, en 15 jours, en 1 mois, 2 mois, ça va être plié. L'Ukraine contre l'ogre russe est pliée. Mais l'histoire nous a montré que l'armée ukrainienne, en termes, enfin, en tout cas, l'armée terrestre, est une des armées les plus puissantes au monde parce qu'ils arrivent à tenir face à l'Ukraine. Le régime de Kiev n'est pas tombé, les militaires sont encore là, les militaires russes meurent au combat aussi. Enfin, les gars, l'armée ukrainienne est très puissante, quoi. Eh oui. Fake news de Dofla. Bah, les gars, 2 ans plus tard, la capitale Kiev est encore là. Je sais pas quoi vous dire, hein. Je sais pas. Jusqu'à présent, on ils n'a ont fait pas ça vu. tout seuls ou ils ont été aidés en vrai, wesh? Bah, ils peuvent pas être aidés. Ils peuvent être aidés par qui? À part nos munitions, nos aides militaires, etc. À un moment, tu vois, la Biélorussie, c'est au-dessus de l'Ukraine. Les Russes, ils ont attaqué Kiev. Et Kiev, tu sais, c'est une ville qui est au nord de l'Ukraine, presque à la frontière biélorusse. Les Russes ont attaqué Kiev, mais ils ont été repoussés par l'armée ukrainienne. Ils ont réussi à les repousser. Là, en ce moment, Kiev est sécurisé, entre guillemets, tu vois. Donc oui. Là, les Russes, ils ont échoué par rapport à récupérer Kiev. Ils pensaient récupérer Kiev en quelques jours, quelques semaines. Ils ont échoué, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Je constate ça. A pris toutes les responsabilités d'agression, nous vous laisserons progresser, car nous avons peur. Vous parlez de qui? Mais de ceux en Europe qui sont sur ce registre et de ceux qui, en France, eh bien, très clairement, décident de ne pas soutenir l'Ukraine. Okay. Monsieur le Président, il y a quelques jours, Sénat, Assemblée nationale ont dû à se prononcer par vote sur un traité, un accord de sécurité que vous avez signé avec le président ukrainien. Plusieurs partis politiques se sont abstenus, ont voté contre. Rassemblement national s'est abstenu, le Parti communiste, la France insoumise ont voté contre. Qu'est-ce que vous pensez de leur position? Ce sont des pacifistes, c'est leur droit le plus strict. Bien sûr. Ce sont des instruments du Kremlin, ce sont des idiots utiles, comme on aurait pu le dire il y a quelques décennies. Vous savez, j'ai constamment cherché à tenir l'unité du pays, depuis le début. Les rencontres de Saint-Denis que j'ai menées, je l'ai encore fait en voyant tous les chefs de parti et les présidents des assemblées constitutionnelles il y a quelques jours. Et après, c'est la liberté et c'est le pluralisme politique, donc il faut être respectueux de cela. Mais j'ai un désaccord très profond. C'est que je pense qu'aujourd'hui, en conscience, choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, c'est pas choisir la paix, c'est choisir la défaite. Et c'est très différent. Et quand il vous reproche d'instrumentaliser le conflit en Ukraine, bah, on a déjà eu ce débat. De la politique intérieure. On a déjà eu ce débat. Enfin, parce que la dernière élection présidentielle s'est tenue quelques mois après le lancement du conflit de février 2022. Écoutez, ça n'est pas sérieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça n'est pas sérieux. Parce que la responsabilité de cette guerre, la responsabilité des coups de boutoir qui sont donnés au front ukrainien, elle n'est que celle de la Russie. Notre responsabilité, c'est d'être fort pour la paix. Notre responsabilité, c'est justement de tenir cette unité européenne. Et à chaque fois, nous avons obtenu l'unité européenne. Depuis le début, nous étions sous présidence française. Et nous l'obtiendrons, vous verrez. C'est de tenir notre unité, mais c'est d'être fort. C'est d'être fort pour dissuader, c'est d'être fort pour résister, c'est d'être fort pour notre sécurité. Monsieur le Président, cet entretien est consacré à la guerre en Ukraine. Nous ne pouvons pas ne pas aborder une autre guerre. Elle se déroule à Gaza. Elle a fait sans doute 30 000 morts,
La Palestine. La Palestine. Tcha. Ok. Ça c'est beau ça. Les circonstances sur place sont atroces. Vous avez toujours dit, depuis les attentats terroristes du 7 octobre en Israël, que vous étiez derrière Israël et qu'Israël avait le droit le plus absolu de se défendre. Israël a-t-il le droit de se défendre jusqu'à la vengeance? Est-ce que vous pensez de l'action de l'armée israélienne aujourd'hui dans la bande de Gaza? Putain, la transition. Les mots étant importants, je n'ai jamais dit qu'Israël avait un droit absolu. La France le droit de se défendre, c'est ce que vous aviez dit. Ouais. C'est exact. Mais absolu a une signification. Non, bien sûr. Et je n'ai jamais dit le mot absolu. La France a une position constante depuis le début. Et d'ailleurs, là aussi, nous étions peut-être seuls à un moment donné en octobre dernier et nous avons été rejoints. La première chose, nous avons condamné de manière implacable l'attentat terroriste massif lancé par le Hamas contre Israël et sa population. Vous avez aussi après appelé à créer une coalition contre le Hamas, ça n'a pas tellement pris, pour le coup. Vous m'excuserez, mais nous sommes tous en train de dissoudre des associations qui financent. La coalition internationale contre le Hamas. Mais c'est de dire, lutter contre le Hamas n'est pas que votre histoire, vous, responsables israéliens, c'est aussi la nôtre, et donc nous devons agir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec plusieurs partenaires? On coupe les financements partout où ils existent. Nous avons dissous des associations, nous avons... Donc... Il répond à côté. En gros, Freeman, je t'explique. Il y a eu l'attentat du Hamas le 7 octobre. Bon, je pense que tu as suivi tout le bordel. Et en gros, Macron, il avait proposé au chef d'État de faire une coalition internationale comme avec... En fait, c'est une coalition militaire, quoi. Comme avec Daesh. En gros, Daesh, avec la Syrie, Irak, etc. Il y a déjà une coalition. Ils voulaient faire la même chose que Daesh, mais ça a échoué. Ça... Les dirigeants, ils ont dit non, Macron, frérot, t'es tout seul sur le cas, quoi. Genre, t'es tout seul, ma gueule. Il a flop. Donc on le fait, je vous rassure. Et là, il répond à côté. Pas trop compris au départ quelle était la volonté. La meilleure façon, vous savez, de ne pas gêner les autres, c'est de ne rien dire ou de dire simplement ce que la masse veut répandre. Ça n'est pas la position de la France, ça n'a jamais été à travers notre histoire. Nous avons une position, si vous me permettez de l'exprimer, simple. Premièrement, condamnation implacable, claire de l'attentat. Ensuite, on a dit, la sécurité d'Israël n'est pas que votre affaire. Ce qui veut dire aussi, vous ne pouvez pas mener votre défense dans toutes les conditions. Mais nous sommes prêts à coopérer, par exemple sur le financement, c'est ce que j'ai dit tout de suite, pour lutter contre le Hamas. Deuxièmement, vous êtes une démocratie. Vous avez donc une responsabilité, vous devez respecter le droit humanitaire, le droit de la guerre, le droit international. Et c'est pourquoi, dès le mois d'octobre, la France a appelé à une trêve. C'est pourquoi nous sommes le premier pays européen à avoir porté une résolution au Conseil de sécurité, avec plusieurs pays de la région, Jordanie, Émirats arabes unis, pour appeler à un cessez-le-feu. C'est pourquoi nous avons organisé ensuite en octobre ici la seule conférence humanitaire de soutien pour le peuple palestinien et l'UNRWA, en appelant officiellement à ce cessez-le-feu. Et le troisième volet, c'est une réponse politique, car la sécurité de toute la région, d'Israël, du peuple palestinien et de tous les États de la région, c'est qu'il y ait une réponse politique au droit légitime des Palestiniens à avoir un État. Il y a aujourd'hui 3 otages français détenus par le Hamas depuis plus de 5 mois. Oui. Sont-ils vivants? Savez-vous où ils sont? Êtes-vous en négociation ou un intermédiaire est-il en négociation pour les faire libérer? Merci d'évoquer ce sujet qui est pour nous essentiel. Nous nous sommes beaucoup battus avec le Qatar et l'Égypte en particulier pour obtenir la libération de nos otages qui ont été libérés ces derniers mois. Nous avons encore en effet 3 otages. Je ne dirai rien ce soir et vous le comprendrez. Les discussions sont en cours, seules les familles sont informées. Les discussions sont en cours. Nous mettons beaucoup d'énergie et je veux remercier les partenaires que je citais et j'espère vraiment que nous obtiendrons ces libérations. C'est pour nous essentiel et je souhaite qu'au-delà des otages français, tous les otages israéliens et du monde entier soient libérés. Parce que c'est une pratique inadmissible et des vies brisées et confisquées. Merci. En tout cas, là-bas aussi, nous ferons tout pour la paix et la sécurité pour tous. C'est le sens de l'initiative que nous avons levée et nous faisons tout pour appeler encore une fois au cessez-le-feu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions.